Le jugement, c'est le thème décliné en décembre, avec pour commencer l'interview de Gwen Clapp qui s'est livrée en toute simplicité. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors bonjour, je suis heureuse d'accueillir Gwen Clapp, avec qui on va parler du jugement. Alors bonjour Gwen, je suis vraiment heureuse de t'accueillir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment, je suis en joie. Alors je pense que les personnes qui me suivent, ma communauté, ils ne te connaissent pas tous. Alors si tu peux te présenter un petit peu, ce serait cool. On va commencer par ça. Ok, alors bonjour Fabienne et bonjour à tous. Alors me présenter, je m'appelle Gwen, je suis métisse français malgache et j'ai vécu quand même la moitié de ma vie en Suisse, à Genève. Je viens de redéménager dans le sud de la France. Et sinon, professionnellement, je sais que, comme tu dis, certaines personnes ne me connaissent pas et c'est tout à fait normal. Je ne suis pas une star internationale. Mais disons que je suis connu dans notre milieu pour enseigner la spiritualité, ce que j'appelle la guidance spirituelle. Mais je suis moins connu et pourtant je pense me définir davantage par le fait que je sois chaman. Mhm. Donc c'est finalement le fait que je sois chaman qui relie avec ce que j'enseigne, que sont la santé et la spiritualité. La notion d'unité, le travail sur soi de conscience, la médiumnité. Donc, je suis sur plusieurs enseignements, je dirais en même temps, mais qui partent tous du travail sur l'ego et le travail sur la santé holistique, donc notamment le travail émotionnel, pour finalement ensuite choisir dans quelle direction on s'oriente, si ça va être du chamanisme, si ça va être de la médiumnité, si ça va être de la conscience de soi, etc. Mhm. Voilà, je pense que c'est comme ça que je me présenterai. Ouais, super. Moi, j'ai envie de dire aussi pourquoi je t'ai invité. Hein, voilà. Ça fait un moment que je te suis, voilà, sur Facebook notamment. Et puis, c'est vrai que beaucoup de partages résonnent énormément avec moi, ce que je partage aussi. Et c'était une évidence pour moi voilà, que j'allais t'interviewer. Et surtout sur ce sujet, donc je ne sais même pas si j'ai dit sur quoi on allait, si j'ai Oui, parlé du sujet. vas-y, le jugement. Ce sera sur le jugement. Et pourquoi? Parce que justement, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est cette notion de s'autoriser à être dans le jugement ou à juger. C'est de sortir un petit peu de ce dogmatisme qu'on observe beaucoup, comme tu dis, un peu dans notre milieu, de comment les choses doivent être, de juger, c'est pas bien, en fait, toutes ces choses-là. Et j'avais vraiment envie de t'entendre sur, voilà, sur ce jugement, comment ça résonne pour toi. Enfin, vraiment que tu nous parles de ça dans ta vie. Après, il y a aussi le titre du podcast, c'est Lâche-toi la grappe. Hein. Et Mhm. justement, ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important. Je ne sais pas si tu as eu une période dans ta vie où tu avais aussi des croyances assez strictes sur le jugement, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, comment tu t'es lâché la grappe, si c'est le cas. Ou bien voilà, comment se lâcher la grappe aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, donc je vais te Mhm. laisser y aller avec ça. Comment ça résonne pour toi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, effectivement, toi, tu veux parler du jugement. Moi, j'enseigne le non-jugement. Donc, je vais plutôt parler du non-jugement, mais forcément, c'est lié. Mhm. Et effectivement, j'aime aussi le thème de se lâcher la grappe. Mhm. Mais pareil, je nuance aussi déjà sur le fait quand même que moi, personnellement, je travaille sur moi tous les jours de ma vie. Mhm. Et je me sers de mes jugements pour travailler sur moi et m'améliorer.
Donc, je ne suis pas dans une optique de totalement se lâcher la grappe, c'est-à-dire se lâcher la grappe dans le sens s'autoriser à être méchant, mauvais, violent, ordurier, susceptible, tout ce que tu veux. Non, je pense qu'il ne faut pas se lâcher la grappe. Non. Et que finalement, pour moi, on se lâche la grappe une fois qu'on a déjà bien cheminé et qu'on est heureux de ce qu'on est, même si effectivement, on est toujours sur ce chemin d'évolution. Mais oui, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, notamment Facebook. Et c'est vrai que j'aime partager tant des partages, je dirais, de conscience. Donc souvent, je pars d'une anecdote, quelque chose que je vis avec un patient, avec un ami, quelque chose que je constate dans la rue, qui m'amène une prise de conscience et j'écris un texte là-dessus pour transmettre des enseignements. Mais je n'avais pas envie de me cantonner à ce rôle-là seulement d'enseignant. Et finalement, j'apprécie aussi de me montrer, puisque j'enseigne l'authenticité, à montrer quand je vais mal, quand je suis en colère, quand je suis triste, et à m'autoriser à faire ça. Donc, j'ai des amis qui sont aussi enseignants ou thérapeutes et qui me disent « Gwen, tu te tires une balle dans le pied ou tu te montres trop vulnérable. » Mais en fait, non, moi, je pense que c'est générationnel. En fait, ça part aussi du fait que je suis le fils de grands enseignants, que sont Tal Chaler et Joanne Razanamahai. Et en fait, du coup, depuis que je suis enfant ou adolescent, ils m'ont amené sur des événements où il y avait des enseignants ou des maîtres spirituels, ou appelons ça comme on veut, ou des grands chamans. Et finalement, je trouvais que leur discours sur scène et leur attitude dans les coulisses n'étaient pas toujours cohérents. Donc, je ne dénonce pas ce fait. Finalement, d'ailleurs, j'ai même écrit à ce sujet un texte qui s'appelait Le milieu de la spiritualité est-il complètement pourri ?» Oui. Oui, je l'avais lu. Mais en fait, c'est vrai que si on observe la manière d'être des gens en se disant c'est incohérent, donc ils sont faux et ce sont des menteurs, on est dans le jugement. Oui. Alors que finalement, on regarde la même chose avec un regard bienveillant, on peut se dire mais Dieu merci, ils sont humains, ils ont des failles, ils ont des défauts, ils ont des comportements qui ne correspondent pas totalement avec ce qu'ils enseignent. Et c'est génial, en fait. Finalement, je trouve que c'est déculpabilisant. Voilà. Et finalement, ce phénomène-là, en fait, que je démontre, c'est que lorsqu'on est dans le jugement, finalement, c'est parce qu'on se sent supérieur à quelqu'un ou à quelque chose. Finalement, quand on juge l'autre, c'est forcément impliquant l'idée que nous, on est meilleur à ce stade-là. Alors que finalement, lorsqu'on laisse finalement l'autre être un gamin parfois, dire une connerie, être stupide, finalement, et qu'on le regarde avec bienveillance, ben là, nous sommes dans le non-jugement. Donc voilà, moi, j'ai accepté aussi de faire cette vidéo avec toi, justement, parce que je m'étais dit, spontanément, si tu te rappelles, moi, le jugement, ça me parle. Donc, j'ai tout de suite accepté, finalement. Donc, merci de me permettre, d'ailleurs, de me lancer là-dessus. Avec joie, et c'est intéressant ce que tu dis parce que par rapport à t'observes et puis tu regardes comment ça te parle, en fait, c'est ça aussi qui te guérit, on va dire. Hein. Et c'est clair que par rapport à lâche-toi la grappe, je suis tout à fait de ton avis, on ne va pas se lâcher la grappe surtout, mais c'est d'être, justement, pour moi, c'est d'accueillir que nous sommes humains. Et puis, voilà, le jugement, comme je dis, moi, il nous parle de nous. Et c'est intéressant d'aller voir en nous comment il nous parle de nous. Enfin, je ne sais pas si pour toi, c'est exactement ça. Quoi. Tout à fait. Je pense, finalement, tu vois, avant d'être enseignant, je suis un homme comme les autres. C'est qu'un métier, finalement. Mais ce dont on parle là, en fait, moi, je l'ai depuis que je suis enfant, finalement. Je suis très observateur de la vie et de l'être humain. C'est ce qui me passionne, en fait, finalement. Et du coup, quand les gens, on va dire mon public ou les gens qui m'admirent me disent waouh, mais qu'est-ce que tu as en plus? Je leur dis en fait, j'ai rien en plus, j'ai en moins. Et en fait, ce que j'ai en moins, c'est que j'ai pas la case jugement. Donc, et on me l'a dit depuis que je suis enfant, tous mes amis qui me demandaient à l'aide ou qui me racontaient leur vie ou leurs secrets ou des choses inavouables. Finalement, me témoigner de ça. Il me disait, en fait, moi, si j'arrive à te parler à toi et que j'ai jamais parlé à qui que ce soit, c'est parce que je me sens pas jugé.
Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment une immense porte ouverte à la compassion que Ouais. d'écouter quelqu'un, de l'observer, de comprendre les mécanismes de sa vie, ce qui le fait souffrir, sans jugement. Parce que finalement, dès qu'elle va se sentir jugée, la personne, elle va se dire, bon, bah, je lui raconte plus. Bah oui, parce que oui, bah oui, c'est clair, ouais, ouais. Hein. Et puis, c'est aussi lié finalement, comme je parlais de guidance spirituelle, pour moi, c'est le travail sur l'ego et Mmh. sur la connexion à notre âme. Donc, quand on regarde la vie avec ego, on juge. Mais Mmh. quand on regarde la vie avec âme, on aime. Et Mmh. c'est ça qui est vraiment le jugement, finalement, comme je t'ai dit, il y a le fait que ça vienne d'un sentiment de supériorité, donc ça vient de l'ego. Mais finalement, je rebondis aussi dans la direction où tu m'amènes, bah, finalement, ça permet de travailler sur soi. Mmh. C'est que quand je me vois dans le jugement, ça veut dire que moi, j'ai un problème. Donc, je prends des exemples souvent dans mes stages de dire, ben, quand on regarde, là, c'est la société est comme ça, hein, des gens riches. En ce moment, en plus, dans la politique, on parle beaucoup de ça, de taxer les riches, les milliardaires. Mmh. Donc, si on regarde les gens riches en se disant, mais quelle bande de cons, ils ont plein d'argent et ils font souffrir la planète, ils polluent, ils nous asservissent, nous les pauvres. Mmh. Ben, finalement, ce jugement témoigne du fait que moi, je ne suis pas à l'aise avec l'énergie de l'argent Mmh. et que j'ai des blessures qui me maintiennent dans la pauvreté avec des croyances limitantes qui font que finalement, mon jugement va justifier mon incapacité à évoluer dans la bonne direction. Mmh. C'est que si je juge les gens riches, finalement, ça veut dire inconsciemment que je dis à l'univers ou à la vie, je ne veux surtout pas devenir riche. Ouais. Et après, il ne faut pas se plaindre si on galère financièrement. Mmh. Donc, c'est tout. Je prends un autre exemple de gens qui jugent les femmes qui s'habillent légèrement, petite jupe, petit décolleté. Ben, il y a toujours des petites remarques de gens qui vont dire ah ben regarde là, celle-là, elle se la pète. Ou ben, dis donc, elle, faut pas s'étonner s'il lui arrive quelque chose un jour. Et en fait, toutes ces petites phrases venant des hommes, d'ailleurs, témoignent finalement du fait, on peut dire c'est macho, mais Mmh. non, en fait, ça veut juste dire que c'est des hommes qui ne savent pas se comporter avec les femmes. Voilà. Et quand c'est des femmes qui jugent d'autres femmes, en fait, ça signifie juste qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur propre corps et avec leur propre féminité, leur propre pouvoir de séduction. Et du coup, plutôt que de jalouser, on préfère juger. Mmh. Mmh. Tu vois, moi, tout ça, ça résonne fort pour moi. J'appelle ça l'effet miroir. C'est comment ce que je juge parle de moi. Et puis, ben voilà, toujours ramener à soi. Tu as parlé avant de complexe de supériorité, mais ça parle aussi des fois de complexe d'infériorité, le jugement, ou bien, pour toi. Ça peut, Ça peut. effectivement, mais généralement, c'est quand même l'idée que nous, on en est à un niveau Ouais. supérieur. Mhm. Donc, je te prends un exemple d'ailleurs que j'avais trouvé très très drôle. C'est que il y a 2-3 ans, j'avais écrit un texte là-dessus pour dire que finalement, lorsqu'on mange sainement, Mhm. donc imagine, tu es quelqu'un qui mange normalement et tu te mets à manger sainement, bah, tu vas automatiquement juger les gens qui mangent mal. Mhm. Donc, dès que tu deviens vegan, tu vas juger les gens qui mangent de la viande. Mhm. Dès que tu prends conscience de l'écologie, tu vas juger les gens qui ne sont pas écolos. Mhm. Dès que tu prends conscience qu'il faut être dans l'amour avec les enfants, ben, tu vas juger tous les parents qui éduquent mal leurs enfants. Donc mal, c'est selon nous-mêmes. Exact. Ouais. Et en fait, c'est un processus qui est tout à fait naturel. En fait, c'est comme si chaque prise de conscience nourrit l'âme, mais en fait, beaucoup de gens oublient que ça nourrit aussi l'ego. Ouais. Et ce qui amène donc ce phénomène de sentiment de supériorité. Mhm. Et je me rappelle que j'avais écrit ce texte et je m'étais pris plein de commentaires. Évidemment, il y en a plein qui sont positifs, mais il y avait aussi des gens qui disaient ben non, c'est normal d'être heureux et fier de soi. Quand il y avait une dame qui m'avait fait rire parce qu'elle m'avait dit ben moi, je mange que des fruits et légumes et je suis très heureuse.
Je lui dis, oui, mais celui qui mange de la viande, il peut être aussi très heureux, Oui, en fait. n'empêche pas. Voilà, exactement. Donc, en fait, souvent, on justifie par nos comportements, qui sont très sains d'ailleurs, hein, que j'encourage à développer sa conscience, être cohérent justement avec ses propres comportements, mais tout en continuant à aimer les gens tels qu'ils sont. Mhm. Ouais, ça, Parce c'est que sinon, on reste dans la séparation et dans la guerre, finalement. Ouais, ça c'est essentiel et c'est cette notion aussi de ce qui est bien pour moi et pas forcément bien pour toi. C'est cette cohérence. Moi, ce que j'ai observé pour moi, j'avais une amie que je jugeais incohérente. J'ai pas pu la voir pendant une année, mais quand j'ai accueilli en moi que j'avais des incohérences, ben, c'était OK après. J'ai pu, mais il m'a fallu une année pour vraiment lâcher prise avec ça. Ben non, moi je suis cohérente et puis ça a tout changé, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est des notions essentielles. Ouais. Merci et j'aime bien la façon dont tu l'expliques parce que c'est ça aussi pourquoi je t'ai invité aussi, c'est par rapport à la simplicité. Ça, c'est une chose aussi qui est importante pour moi et je trouve vraiment les exemples et tout ça, ben, c'est parlant, quoi. Ouais, c'est juste. Ben, même dans l'énergie, en fait, si j'observe l'incohérence, c'est que j'observe avec mon ego. Bah oui. Donc, c'est déjà un jugement de trouver l'autre incohérent. Alors que finalement, quand je suis heureux de ce que je suis et de ce que j'observe, finalement, je n'observe pas l'incohérence. Moi, en fait, j'admire le paradoxe humain. Voilà, moi, j'appelle ça le paradoxe humain. C'est que nous sommes tous excellents dans certains domaines et nuls dans d'autres. Ou alors, même dans le même domaine, on peut tout à fait… Bah, tu vois, par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont étonnés quand ils me rencontrent parce qu'ils me disent, mais t'enseignes la santé, par exemple, je fais un stage de santé holistique, t'enseignes la santé et tu fumes. Et je suis là, bah oui, en fait, je ne suis pas encore parfait. Pour le moment, je fume. J'espère un jour arrêter de fumer. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc, les gens, je prends souvent cet exemple-là en stage parce que c'est le plus visible, les gens qui jugent le fumeur sont-ils supérieurs? Tu vois, c'est que je me souviens aussi d'une fois où un stagiaire, qui est devenu un ami d'ailleurs par la suite, m'avait vu le matin dans le jardin avant le stage. J'étais posé au soleil avec mon café, ma cigarette, et je savourais les rayons du soleil. Et il vient me voir et me dit, sans même bonjour, hein, il me dit, bah, dis donc, un enseignant de santé, spiritualité, café clope de bon matin, c'est pas très beau, quoi. Et je lui avais dit, bah, tu vois, moi, j'ai encore, très sincèrement, j'ai encore du mal à m'appliquer ce que j'enseigne en termes de santé, d'hygiène de vie. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment appris à faire depuis très longtemps, c'est à ne plus faire remarquer aux autres ce qu'ils font de mal. C'est magnifique. Et il était vraiment content de ma réponse. Il m'avait dit, ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je lui ai dit oui, parce que moi, si je fume ou si je mange mal, je me pollue. Mais quand je fais remarquer aux autres ce qu'ils font de mal, en fait, je les pollue eux. Mon droit de me polluer m'appartient. Ah oui. Moi, je peux… C'est un peu comme si moi, je m'encourage toujours à dire ce qu'il y a de beau à dire aux gens et de garder ce qu'il y a de piquant ou de douloureux à dire aux gens. Sauf si, évidemment, ils me le demandent. Hein, oui. c'est comme faire un tri, donner de l'amour plutôt que donner de la haine. Oui. Et puis comme tu dis, j'aime bien cette notion aussi de responsabilité. C'est occupons-nous de nos affaires, entre guillemets, quoi. Hein, et puis arrêtons de voir, parce que souvent on voit l'herbe plus verte chez les autres, ou alors on voit la poutre, hein, enfin on voit comment est-ce qu'on dit là, on voit pas la poutre qu'on a dans l'œil, quoi. On voit aussi chez les autres. Oui. Mais ramenons à nous, quoi, et arrêtons de mettre en évidence ça, parce que c'est vrai, cette notion de pollution, c'est aussi une problématique, hein, parce qu'on a quelquefois tellement d'idées sur comment ça doit être, alors que si c'est par rapport à nous, ben voilà,
c'est nos affaires, mais par rapport aux autres, voilà, parce que je reviens toujours à ça, ce qui est juste pour nous et pas forcément juste pour les autres, hein. Et puis, pour moi, cette pollution aussi, il y a aussi une nuance. Je ne sais pas si on entend bien. Il y a des coupures, tu m'entends bien? C'est OK? Non, je t'entends très bien. Ouais, ouais, ouais. Des notions de nuance aussi, parce que ce que j'observe aussi derrière tout ça, il peut y avoir de la culpabilité qui fait qu'on s'en veut encore plus et qui fait que ça va encore nous faire plus mal. Je sais pas, comment ça te parle, cette notion de culpabilité en lien avec ces jugements? Parce que quand on dit à l'autre, voilà, c'est pas bien, ça rajoute une forme de culpabilité qui fait comme un espèce de processus d'auto-flagellation qui fait qu'on est encore plus mal après par rapport à voilà, au fait de fumer ou de manger, je ne sais pas quoi. Disons que très sincèrement et sans utiliser cet argument pour montrer à quel point moi j'en suis élevé dans mon chemin, moi j'ai aucune culpabilité en fait. Oh, bah, c'est génial. Absolument, aucune. Je suis ce que je suis, je fais ce que j'ai à faire. En fait, je me suis bien détaché de l'image que les gens ont de moi. Ouais. Je sais en jouer, même si tu veux. Donc finalement, je préfère utiliser l'humour pour montrer mes défauts ou pour un peu montrer aux gens que justement, si on transforme la culpabilité en autodérision, finalement, on fait le travail sur soi sans la souffrance. Oui, mais Donc justement, moi, les personnes que tu accompagnes, oui. juste, excuse-moi, mais par rapport aux personnes que tu accompagnes, cette culpabilité, tu l'observes beaucoup. Bien sûr. Voilà. La culpabilité, c'est juste une colère qu'on s'inflige à soi-même. Mmh. Finalement, une fois qu'on apprend à gérer la colère, gérer la colère, c'est pousser des hurlements, c'est crier, c'est taper dans un coussin, c'est s'autoriser à se mettre dans tous les états. Donc finalement, pour la culpabilité, c'est exactement pareil. Moi, si j'avais une forme de culpabilité, dans mon dialogue intérieur, je peux même le faire à haute voix, je me dirais, je m'autoriserais finalement, puisque j'enseigne la voix de l'âme, mais en fait, dans le travail que je fais et qui est moins connu du grand public, il y a aussi laisser parler son ego. Donc il y a la voix de l'ego. Donc il faut demander à mon ego, bon, dis-moi tout ce que tu as à dire sur mon comportement. Alors, j'entends mon ego. Je suis nul, je suis un incapable, j'ai pas réussi, j'ai peur de l'avenir, je vais pas m'en sortir, les gens vont me juger, j'aurai moins de succès. Peut-être ça va être la fin de ma carrière, je vais devoir changer de boulot, et je laisse vraiment parler mon ego jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Donc, il y a lâcher l'émotion purement émotionnelle, c'est le ah, donc de pousser des cris, de lâcher l'émotion avec du son, mais il y a aussi le fait de laisser parler son ego, parce que souvent, justement, dans les milieux de la spiritualité, comme tu disais, on s'interdit d'être dans l'ego. Ouais. Alors que non, moi, ce que j'enseigne, c'est que l'ego, le but, c'est pas de le tuer, c'est de le calmer, pacifier pour en faire un allié dans sa vie. Donc, mon ego, il va me dire tous ces messages culpabilisants. Je le laisse parler, je souffre, je culpabilise, je lâche mes émotions. Et ensuite, une fois que j'ai terminé et que je demande à mon ego, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon, je t'ai bien défoncé. Ok. Donc, au bout. Maintenant, toi, mon âme, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, mon âme va me dire, c'est pas grave, Gwen, tu as fait une erreur, mais tu as fait de ton mieux. Grâce à cette erreur, ça va te permettre de t'améliorer. Tu te rends mieux compte de tes comportements maladifs ou déplacés. Ça te donne une belle opportunité d'aller travailler sur toi, d'aller chercher l'origine de ce mécanisme d'auto-sabotage pour devenir plus grand, plus beau, et que ça te permettra d'aider encore plus et encore mieux les gens sur ton chemin. Et là, vraiment, je sens que ça me remplit de joie et de bonheur et je dis merci. Merci à mon âme et finalement, merci à l'expérience culpabilisante de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur mon propre comportement. Donc en fait, quand on sort du jugement, il n'y a plus de bonnes et de mauvaises expériences et il n'y a plus que des enseignements. C'est quelque chose, si je suis heureux, c'est donc mon âme, si je suis malheureux, c'est donc mon ego. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est tout un travail effectivement sur soi, d'apprendre de soi et des autres à nous améliorer. Mais en fait, justement, là où ça devient problématique, pour continuer le sujet,
c'est qu'en fait, la majorité des gens qui commencent à travailler sur eux oublient que le travail sur soi, c'est sur soi. C'est pas sur les autres. Donc, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent ah ben tiens, je vais t'envoyer mon mari. Je leur dis non, tu ne m'envoies pas ton mari. Alors, oui, mais moi, je travaille sur moi, mais dans ma famille, ils ne travaillent pas sur eux. Bah oui, effectivement, tu n'as pas à leur dire ça, c'est tes émotions, ça, c'est tes blessures, ça, c'est ton ego. Ben non, on ne devient pas le thérapeute de tout le monde. Non. Non, mais Ouais, puis ce que j'observe, c'est que quand on reste justement, quand on s'occupe de soi, autour de soi, ça peut changer. Mais quand on veut changer les autres, ben, ça ne change pas. on change les autres en se changeant soi, déjà. Et en plus, quand bien même les autres ne changeraient pas, c'est compliqué, mais des fois, il faut aussi lâcher prise. Bah oui, bien sûr. Parce Et que puis, l'autre change s'il le veut bien, en fait. Hein, c'est bien tout. sûr. Ouais. Et puis dans tout ça, dans tout ce que tu partages, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment cette bienveillance envers soi par rapport à tout ce qui se passe en nous, quoi. Pour moi, c'est cet accueil de qui on est. Vraiment, c'est un espace, je sens vraiment un espace d'accueil. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi hein, de partager aussi. Je trouve que c'est tellement... Par rapport aux personnes que j'accompagne, moi, je vois cet espace d'accueil, c'est pas évident. Il y a souvent une difficulté à être bienveillant envers soi. Ouais. Ben, ça s'apprend. Ouais, Ça s'apprend tout simplement. Je pense qu'on est tous confrontés un jour à cette question. Enfin, j'ose espérer, je dirais. C'est que je me rappelle, il y a quelques années, c'est vraiment une anecdote qui a changé ma vie, je pourrais dire. C'est que, tu vois, j'étais à Madagascar et chez nous, il y a des traditions où on prend des décisions de famille. Donc, tu as un chef de famille qui conclut une réunion avec un avis bien tranché, qui finalement, avis qui devient imposé à tous. Un peu comme en France, il y a le suffrage universel, si tu veux. Ouais. On vote, mais il tranche. Oui. Mais le problème dans le suffrage universel ou ce genre de votation, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont obligés de subir. Oui. Donc, du coup, il y a une décision de famille que j'ai trouvée complètement stupide. Je le dis honnêtement. Donc, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas d'accord en fait, avec cette décision, et je ne me vois pas l'appliquer, je ne veux pas faire ça en fait. Et ma mère m'a donc répondu, maintenant, c'est à toi de décider si tu veux en parler au chef de famille ou pas. Et moi, je lui dis, non, c'est lui le chef, je veux dire, c'est comme ça, en fait, chez nous, c'est comme ça, tu vois, il y a des règles. Ouais. Et puis, elle me dit, pourquoi tu ne lui dirais pas? J'étais là, j'ai peur qu'il se fâche ou que les autres membres de la famille le prennent mal. Et elle me dit, voilà, là, tu es confronté à quelque chose à un questionnement universel, justement. C'est est-ce que tu veux vivre pour toi selon tes valeurs et te rendre heureux, ou est-ce que tu veux te soumettre aux décisions des autres par peur qu'ils ne t'aiment plus? Et ça, c'est une question que je pose très souvent maintenant à mes patients. Oui. Et est-ce que tu vas continuer toute ta vie à agir pour le regard et l'amour des autres, ou est-ce que tu vas enfin te décider à vivre pour toi? Ouais, tellement important. Exactement. Et quand on se pose cette question, ma mère m'a posé la question et j'ai souri tout de suite. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai choisi en fait déjà. Je vais faire ce que j'ai à faire avec mes valeurs. À me fâcher avec des membres de la famille. Ouais. Et finalement, c'est là où ça devient magnifique, c'est que j'ai osé en parler à ma famille. Et en fait, contrairement à ce que mon ego pouvait me faire croire, en fait, les gens, ils l'ont très bien pris. Ouais. Et c'est souvent ça, moi, je parle d'illusion de l'ego. Parce qu'en fait, l'ego nous fait croire en des choses, genre, si je lui dis ça, ça va le vexer. Ou si je fais ça, ils vont mal le prendre. En fait, des fois, quand on ose le faire, mais dans l'énergie de l'amour, évidemment, en fait, les gens le prennent très, très bien. C'est que, en fait, tout est dans la manière de dire et dans la manière de faire. Donc, finalement, quand on s'autorise à être pleinement soi-même, ça n'attire pas tant le conflit que notre ego nous faisait croire, mais en fait, ça attire l'amour et l'admiration des autres.
Et c'est une notion pour moi, c'est de justement accepter notre vulnérabilité, oser être authentique. Et puis, quand on arrête de lutter, puis c'est aussi la légitimité, c'est quand on arrête de lutter contre soi, quoi, qu'on est pleinement à l'écoute de ce qui vibre. En général, les retours, il n'y a jamais enfin jamais. Euh, Comme tu dis exactement, par rapport à ce qu'on se raconte, non, ça n'a rien à C'est voir, ça, quoi. c'est ça. Hein. En fait, et on ne s'autorise pas à faire beaucoup de choses. Tu vois, moi, il y a un Mm. exercice que j'aime bien faire qui est dur à faire pour certains, mais pour moi, je suis plus à l'aise maintenant. Mais en fait, moi, pendant longtemps aussi, j'étais un enfant complètement coincé et prisonnier de mon image et du paraître. Mhm. Et jeune adulte aussi. Par exemple, tu vois, l'ego, il n'a pas envie il a peur qu'on soit ridicule, Mhm. honteux et qu'on soit nul finalement dans le regard des autres, qu'on soit ridicule. Voilà, c'est ça le mot. Donc Mhm. finalement, une fois qu'on prend conscience de ça, on n'a qu'à juste se dire, bon, puisque j'ai peur de ça, je vais le faire. Mhm. Je dis souvent aux gens, le but, c'est pas de ne pas avoir peur. Le but, c'est d'assumer sa peur et de passer outre. Donc, ça s'appelle être courageux. Mhm. Donc, finalement, des fois, je vais me balader avec mes patients. Je me rappelle d'une fois où on passe à côté d'un square avec un de mes patients. Et il me parlait de ça, de la difficulté à se dépasser parce qu'il avait peur justement de ce que pourraient bien penser les autres. Mhm. Et je lui ai dit, viens, on va faire le jeu d'enfant là-bas. Il y avait un truc, tu sais, où tu escalades des Oui. cordes, des machins. Et c'était très drôle parce qu'il me dit, non, je ne vais pas faire ça. Je lui dis, pourquoi? Il me fait, parce que c'est ridicule. Je lui dis, mais raison de plus. Donc, tu vois, tu as les enfants qui escaladent et tous les parents qui sont sur le banc, à l'ancienne, en train de discuter entre eux, mais aujourd'hui, plutôt sur chacun son smartphone. Mhm. Et, euh, et du coup, lui et moi, nous montons dans le jeu. Et en Mhm. fait, ce que j'ai adoré, c'est moi-même, je me challenge avec lui. Ouais. Mais en même temps, j'observe les réactions des gens. Et en fait, d'abord, il y a les enfants qui sont intrigués. Et il y a les parents qui sont intrigués. Dans un premier temps, effectivement, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, le regard des parents, c'est d'abord de chercher Leur où enfant. sont les enfants à eux, Ouais. avec, avec qui ils jouent, en fait. Oui. Et après, le deuxième temps, c'est que les gens se disent, ils n'ont pas d'enfants, donc ils ont peur qu'on soit des gens dangereux pour leurs Oui. enfants. Oui. Donc, on commence à jouer, à s'amuser, on rigole, et mon patient ose se lâcher. Mhm. Donc, on s'éclate. Du coup, les enfants veulent jouer avec nous. Ouais, c'est trop Et on cool. s'éclate. Et finalement, le regard des parents se transforme complètement et les gens nous regardent avec amour et admiration. Ouais, c'est magnifique. Ils se sont dit, ah ben voilà des adultes qui osent s'amuser comme des gamins. Ouais. Peut-être même qu'ils se sont dit, ah ben tiens, moi j'aimerais bien oser le faire aussi. Donc, Mhm. en fait, dès que la barrière de la peur est dépassée, finalement, les gens nous aiment avec notre folie. Mhm. Ouais, mais c'est magnifique. Je voulais dire aussi, tu étais à bonne école parce que moi, j'ai participé à un atelier avec Tal il y a très longtemps où on fait l'ours, je sais plus tout quoi. Et c'est vrai que là, si tu es trop axé sur le regard des autres, tu fais rien, tu restes figé, quoi. Et en même temps, si tu t'autorises à y aller, c'est énorme à quel point c'est libérateur, à quel point ça fait du bien, à quel point on se sent aussi, pour moi, qu'est-ce que ça crée? Ça crée vraiment une reliance avec les autres. Comme là, ce que tu viens d'exprimer, tout à coup, au début, il y avait de la méfiance, puis tout à coup, tu étais relié. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est ça. Finalement, il n'y a plus que de la bienveillance de Ouais. tous. Ouais, ouais, Une ouais. fois que les gens sont rassurés qu'on ne veut pas de mal à leurs enfants, ça va. Mhm. Donc, et après, donc, on termine ça et je lui dis, comment tu te sens? Il me fait, mais en fait, je me sens super bien. Mhm. C'est qu'au début, j'avais peur, j'ai le cœur qui bat, j'ai du stress, de la pression. Et finalement, quand il m'a bien décortiqué, quand j'ose, c'est comme si tout se libère, tout part. Mhm. Désolé, c'est un peu une vision chamanique, mais tout part dans la terre. Mhm. Et il n'y a plus que du bien-être qui survient. Mhm. En fait, à chaque fois, moi, c'est ça que j'adore avec ce sentiment de courage ou de Mhm. dépassement de soi. Finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on ose faire quelque chose qui nous faisait terriblement peur pour le regard des autres ou même vis-à-vis de soi-même, parce que ça, c'est aussi quelque chose
que j'enseigne aux gens qui me disent oui, mais le regard des autres, des fois je leur dis va tout seul dans la forêt, tu verras qu'il n'y a pas que le regard des autres, c'est aussi le regard de toi sur toi-même. Donc, une fois que tu oses dépasser ça, il n'y a plus que du bonheur, c'est de la joie de vivre. Mais pour revenir aussi pour compléter, je dirais, sur le côté se lâcher la grappe et finalement s'assumer, pour moi, c'est aussi important de comprendre que c'est parce que je m'assume dans ma connerie que je vais aussi être capable de m'assumer pleinement dans ma sagesse ou mon intelligence. Finalement, moi, ce que j'ai observé, là, pas de mes patients, mais de moi-même, c'est que finalement, tu vois, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Comme tu dis, j'étais à bonne école. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent waouh, qu'est-ce que tu es sage. Ou alors, quand j'étais plus jeune, c'était plus par rapport à l'âge. Qu'est-ce que tu es conscient pour ton âge. Donc, c'est des très beaux compliments. Mais en fait, très vite, je leur disais ouais, mais tu sais, je suis très sage là, mais je suis un gros gamin aussi. Et quand je faisais le gamin, il y avait quand même mon côté sage qui me disait fais le gamin, mais pas trop. Et en fait, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que finalement, je me suis rendu compte que j'avais un conflit intérieur entre mon enfant et mon sage intérieur. L'enfant, il veut s'éclater, mais il est jugé par le sage, et le sage, il veut étaler sa sagesse, et l'enfant lui dit non. Donc, c'est en apprenant à être pleinement un enfant que j'ai appris aussi à être pleinement un sage à un autre moment de la journée. Sans me saboter en disant « oui, je suis sage, mais je suis aussi un gamin ». Non, ok, oui, j'assume, je suis sage. J'ai de la sagesse, j'ai de la maîtrise, je me sens être un maître spirituel, sans rajouter « mais parfois, je fais de la merde ». Tu vois ce que je veux dire? C'est que finalement, notre peur ici, c'est même plus notre ego, c'est l'ego des autres. C'est que si j'ose, je suis un maître spirituel, et là, les gens qui vont regarder la vidéo vont se poser, ils vont se dire, il se la pète. Est-ce que c'est de l'ego d'oser dire ça? Ben non, justement. Mon ego me dit, ne dis surtout pas ça, parce que les gens, ils vont tous te dénoncer et dire que tu te la pètes et que tu es prétentieux et que tu es hautain et que tu te prends pour le roi du monde. Donc finalement, l'ego nous pousse à nous minimiser et non pas à nous affirmer. C'est notre âme qui nous pousse à nous affirmer. Tellement en résonance avec ça, c'est ce que j'observe. Et quand des fois on me dit mais il faut être humble, mais à un moment donné c'est reconnaître qui on est et puis c'est tout quoi. Hein. Et c'est vrai, c'est comme qui on est, ce qu'il y a, ce que tu dis là. C'est clair que certaines personnes peut-être vont penser ça. Ce que j'observe, c'est souvent des personnes qui n'osent pas se reconnaître ce qu'il y a de ce côté-là en elles. Et souvent, il y a ça dérange. Moi, j'avais eu le cas dans un cours d'une personne qui voyait une autre, mais c'était trop pour elle. Puis toutes les autres trouvaient que c'était OK, mais elle était tellement, elle se minimisait tellement qu'elle ne pouvait pas accueillir ça, quoi. Mais souvent, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'humilité pour ceux que ça intéresse. Ça doit être sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, je me rappelle plus. Et, on mettra les liens de toute façon de tes chaînes, je mettrai les liens. Ouais, l'humilité à bon dos, si tu veux. Finalement, le langage du manque d'humilité, c'est en double sens quand on dit quelqu'un tu manques d'humilité. En fait, ce qu'on lui dit, c'est moi, je ne m'aime pas, donc je ne veux pas que tu t'aimes. C'est ça. En fait, l'école de l'humilité, c'est une école du désamour. Ouais. C'est intéressant. Ouais, ça résonne totalement. Ouais. Si tu es merveilleux, dis que tu es merveilleux. Je vois pas le souci, en fait. En fait, donc du coup, pour pas passer trop de temps sur l'humilité, mais finalement, pour moi, la conclusion de ça, c'est juste que quand on s'aime, on aime voir des gens qui s'aiment. Exact. Quand on ne s'aime pas, on est dérangé par les gens qui s'aiment et on leur rappelle à l'ordre. Donc, sois humble, tu manques d'humilité, tu en fais trop. Non, j'en fais pas trop, je fais moi, en fait, c'est moi. Donc, c'est ça. En fait, au lieu de se cacher, oui, s'assumer pleinement. Et je poursuis d'ailleurs
là, je pense que ça va être le passage qui va te plaire, c'est enfin se lâcher la grappe. C'est que aussi, je vois qu'il y a des limites à tout. Mhm. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit il faut être humble. Par exemple, pour moi, il n'y a pas de il faut. Toi, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux. Certains vont être humbles, tant mieux pour eux. Mhm. D'autres ne le seront pas, tant mieux pour eux aussi, finalement. Mhm. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Non. Et en fait, là où je poursuis, c'est que des fois, je me vois dans le jugement Mhm. et je travaille sur moi, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant. Mais je sais que récemment, j'ai été dans une situation très intéressante où, en fait, je discutais avec des amis qui ont un ami qui fait des choses que je ne cautionne pas. Mhm. On va dire, pour être très cash, c'est un homme très grossier, blague lourde, main au cul des filles, euh, qui va voir des prostituées, qui fait des actes de pédophilie, de tourisme sexuel. Mhm. Mhm. Et donc, je leur demande, mais comment vous faites pour être ami avec ce mec-là, sérieux? Mhm. Et eux, sachant que j'enseigne le non-jugement, me Mhm. disent, mais Gwen, t'es dans le jugement, là. Et là, j'étais là, mais grave. Mais grave, j'assume totalement d'être dans le jugement. Mhm. C'est que pour moi, c'est ignoble de faire ça et je ne pourrais jamais être ami avec quelqu'un qui fait ça. Mhm. Parce que, mais pourquoi je m'assume dans mon jugement? De un, pour montrer que je ne suis pas que dans le non-jugement. De deux, parce que j'ai le droit de juger quelqu'un qui a des comportements qui m'horripilent. Mhm. De quatre, j'assume aussi mes blessures. Ça veut dire que si je m'enflamme autant et que je m'emporte pour quelqu'un qui fait du tourisme sexuel, c'est parce que moi, j'ai eu la blessure quand j'étais plus jeune. Bon, il m'est pas arrivé d'abus sexuels à moi, mais en tout cas, c'est le sujet qui me touche le plus au monde, en fait, finalement. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu thérapeute. C'est Mhm. qu'à la base, c'est parce que tous les gens que je croise, ils avaient subi des abus sexuels, mes amis, mes ex ou autres. Mhm. Donc là, j'assume totalement que quelqu'un qui fait du tourisme sexuel, ben je suis dans le jugement et j'ai pas honte du tout de l'être. Mhm. Ouais, ça c'est. Attends, ça coupe? Non, c'est bon. Oui, ça c'est super important d'exprimer ça aussi, justement, où là, bah, voilà, tu te lâches la grappe par rapport à ça. Et c'est intéressant, ouais, par rapport à cette blessure bah, qui est là, oui, bah, qui est. Bah oui. Ah ouais, voilà. Hein, et c'est de nouveau, on Ah. est des êtres humains. Mais c'est ça, moi, il y a toujours des gens, quand j'enseigne ça, qui me disent oui, ben, ça me fait penser aux gens qui ont pardonné l'assassin de leur fille ou aux gens qui, je sais pas moi, qui acceptent, je sais pas moi, que d'avoir, comment dire, tu sais, tu as des thérapies où on met le violeur avec la violée pour qu'ils discutent tout ça. Moi, je leur ai dit, mais jamais. Mhm. C'est que justement, assumons-nous. Mhm. Si c'est bien facile d'être thérapeute et de faire des belles phrases aux gens, Mhm. mais moi, si quelqu'un touche mon fils, il n'y a plus de thérapeute, il n'y a plus de chaman, il n'y a plus d'enseignant, il n'y a plus rien. Moi non plus, ça c'est sûr. Il n'y a plus qu'un papa, tu vois. Mais oui. L'envie, c'est de buter le gars et Ah, et puis, de chérir mon fils, tu vois. bah ouais. Donc là, il y a vraiment, pour moi, c'est très important justement de se lâcher la grappe là-dessus. On a le droit d'avoir la haine pour quelque chose. Ouais, ben, moi, je dis, il y a des actes qui sont impardonnables. C'est tout. Point. Enfin, Bah, tout à fait. voilà. Après, bah, justement, en fait, c'est là où on progresse, c'est de se rendre compte que chacun a son seuil de tolérance. Oui. Mhm. Le but, c'est pas de faire croire qu'on tolère tout. Non. Moi aussi, souvent, on me demande, oui, mais si tu es dans le non-jugement, alors dans ce cas, tu acceptes les choses telles qu'elles sont. Un peu comme les gens qui disent tout est parfait. Je leur dis non, tout n'est pas parfait, Mhm. parce que si tout est parfait, on fait rien. Mhm. Si tu veux utiliser cette énergie à bon escient, donc moi, ce que j'appellerais transcender sa souffrance, Mhm. c'est si quelque chose t'indigne, bah, fais en sorte que ça change.
Exact. Donc, aide les victimes des abus sexuels. Si tu es indigné par la pollution, ben, va ramasser des déchets dans la nature. Mhm. Moi, je le fais régulièrement. Mhm. En fait, pour moi, je me sers de tout ce qui m'indigne depuis que je suis enfant pour participer à ma propre valeur, si tu veux. C'est Mhm. vraiment un enseignement que j'ai reçu quand j'étais plus jeune, cette fois de mon père, Mhm. où j'étais en pleine dépression. Il m'avait dit: qu'est-ce qui te rend malheureux? Et tu vois, par exemple, je dis souvent aux gens, moi, j'ai pas de blessure d'injustice parce que pour moi, la vie est injuste. Mhm. J'en parlais récemment encore avec une amie. Je lui disais, pour moi, l'injustice, c'est la blessure la plus stupide qui soit, parce qu'on s'inflige quelque chose qui n'existe pas. Il n'y Mhm. aura jamais de justice, il n'y aura jamais d'égalité, il n'y aura jamais, hélas, de fraternité entre tous les êtres humains. L'éveil de la conscience, on ne va pas vivre au pays des bisounours, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On Mhm. sera toujours confronté à des gens qui veulent faire la guerre, des gens qui veulent faire du mal, des gens qui veulent exploiter d'autres. En Mhm. fait, et le but, c'est pas juste de s'indigner ou de dire tout est parfait, je lâche prise sur tout, c'est de participer à un monde meilleur, c'est tout. Exactement, ouais. Mhm. Donc la leçon que j'avais reçue, c'est que moi j'avais dit à mon père, bah, moi j'aime pas en fait ce monde. Bah, justement, il y a des violeurs, il y a des meurtriers, il y a des pédophiles. À Madagascar, il y a de la corruption. Tu peux faire n'importe quoi et payer la police, tu payes le juge, tu payes l'avocat, tu payes tout le monde et tu t'en sors, quoi. Mhm. Donc j'aime pas ce monde. Et donc, mon père m'avait répondu, ben, justement, c'est ça l'énergie. Mhm. C'est puisque tu n'aimes pas ces choses, ton seul moyen d'être heureux et de sortir de ta dépression, c'est de participer aux choses qui te tiennent à cœur. Mhm. Mhm. Et finalement, ben maintenant, tu vois, je fais ce métier, mais parce que ce n'est que la continuité. C'est comme si je m'aime quand je fais des bonnes actions selon mes propres valeurs. Mhm. Mais si quasiment, je suis honnête même avec le public, moi, si je ne fais pas ce que je fais, ben, je meurs. En fait, je suis comme une fleur qu'on n'arrose pas. Je redeviens dépressif Mhm. si pendant une semaine, je participe à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, mais je comprends tellement ce que tu dis. Ouais. Bah oui. Ouais. Bah moi, c'est aussi exactement pareil. Ce qui me motive à faire ce que je fais, c'est ça. C'est en lien avec ce que j'ai pu voir, subir, voir du monde qui me paraissait, voilà, tellement, bah, il y avait plein d'incohérences et de choses. Et bah voilà, c'est ce qui me pousse tous les jours à le faire, quoi. En participant par rapport à ce que je ressens en moi, voilà, bah, à ce que ces choses-là enfin, évoluent. Ouais, je sais même pas si on peut dire évolue. Oui, si, quand même, quoi. Voilà. Mais Ben, c'est. c'est ça, c'est qu'en fait, chacun a ses propres blessures qui lui amènent à ses propres failles qui vont soit le rendre dépressif, soit le rendre heureux. Mhm. Alors certains vont être écolos à fond, d'autres ça va être l'amour des animaux, d'autres ils vont être militants LGBT. Mhm. En fait, je ne vais pas dire chacun sa cause parce que on peut adhérer à plein de causes en même temps. Oui, oui. Mhm. Finalement, le fait de devenir, tu vois, j'aime bien le mot activiste, mais Mhm. c'est une mauvaise connotation. Mais Mhm. finalement, c'est être un activiste de ses propres valeurs Oui. qui nous permettent de devenir heureux parce qu'on a le sentiment de participer à quelque chose de très important pour l'humanité. Ouais. Mhm. Ouais, Et pour ouais. moi, c'est ça la différence. C'est que beaucoup de gens qui sont métro, boulot, dodo, par Mhm. exemple, vont s'enfoncer peu à peu dans une dépression ou un burn-out, justement parce qu'en fait, ils ne s'occupent plus de ce qui leur tient à cœur. Ouais, de leurs Je valeurs. crois que certains, d'ailleurs, appellent ça mission de vie, tu vois, dans la spiritualité. Mais pour moi, ce n'est pas une mission de vie. On a plein de missions de vie. Mhm. Moi, ça me fait toujours rire. Moi, il y a beaucoup de gens qui me. Quand je parle de moi, je parle aussi au public pour que chacun se voit, hein, bien sûr. Parce Mhm. que, comme je dis tout le temps, nous sommes un. Donc finalement, je parle de moi, je parle de toi, je parle des autres, c'est pareil pour moi. Mhm. Mais du coup, si on réactive ce qui nous appelle, ben, on arrose, je garde la métaphore de la fleur, on arrose sa petite fleur à l'intérieur qui va devenir magnifique. Mhm. Mais là où je refuse la notion de mission de vie, c'est que beaucoup de gens me disent, pour me flatter d'ailleurs, mais toi, c'est beau tout ce que tu fais pour l'humanité, tu es dans le don de toi. Et Mhm. je leur dis non, en fait, c'est justement.
C'est pas le don de moi au service des autres. Si je le fais, c'est parce que ça me rend heureux. En fait, c'est quasiment égoïste le truc. Ah, mais c'est génial oui, c'est génial de Oui, partager. voilà. Et si on me dit c'est ta mission de vie, ben pareil, je dis non. C'est pas ma mission de vie parce que j'ai d'autres missions de vie. Être un bon père, pour moi, c'est ma mission de vie aussi. Si je ne suis pas un bon père, je souffre. Être un bon fils, être un ami génial pour mes amis, en fait, on a plein de missions de vie. Oui. Donc l'important, c'est juste de quasiment les prioriser. Ouais. Qu'est-ce qui est plus important et nécessaire à mon équilibre? Et du coup, pour revenir au sujet de départ, on peut aisément se servir du jugement pour se dire, tiens, là où je juge, je vais œuvrer. C'est parfait ça, comme conclusion. Là où je juge, je vais œuvrer. Enfin, ouais, je sais pas, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, là, mais c'est vrai que oui, c'est exactement ça, le jugement, comme pour se regarder, quoi. Voilà. Si on l'utilise. S'améliorer et améliorer le monde. Mais après, effectivement, je reviens aussi sur s'améliorer, améliorer le monde, mais sans vouloir travailler les autres. Ouais. Ouais, puis sans vouloir, enfin, il y a un truc à lâcher aussi, c'est cette espèce de je sais ce qui est bon, et puis justement, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une forme d'égoïsme, là, si on veut, mais égoïsme salutaire pour moi, sans penser qu'on détient la vérité. On détient une vérité, et puis on partage. Après, il y en a qui seront en résonance avec nous, et puis voilà, quoi, mais sans. C'est pas ça en faire trop, c'est pas ça. Moi, c'est une forme de foi. Moi, je traduirais ça comme de la foi. Pour moi, c'est de la foi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est de la foi, effectivement, c'est de la tolérance, c'est de la compassion. Moi, ce que j'aime aussi dans le jugement, c'est de comprendre, effectivement, je reviens sur ces notions de mission de vie multiples, que, je ne sais pas, moi, si tu prends, tu t'es dans la rue et tu vois quelqu'un, justement, qui balance son papier par terre. Tu vas te dire, c'est un gros connard de pollueur, tu vois. Mais peut-être que ce mec-là, demain, il sauve la vie de quelqu'un Oui. dans un hôpital et qu'il est chirurgien. Donc, en fait, moi, c'est ça qui me rend justement plus tolérant et compatissant. C'est qu'en fait, l'intolérance et le jugement condamnent l'entièreté d'un individu. Alors, en fait, c'est juste une partie de lui qui n'est pas consciente, alors que dans d'autres parties de lui, peut-être qu'il nous éclate dans sa conscience, tu vois. C'est génial. Ouais. C'est génial ce que tu partages, parce que c'est clair qu'on a tendance à faire un paquet. Hein. Celui-là, il fait ça, il est con. Enfin, et on ne voit pas tout ce qu'il y a autour, quoi. Et ça, j'adore. Et c'est rigolo que tu parles des papiers, parce que moi qui n'ai jamais jeté un papier par terre, c'était terrible le jugement que je pouvais avoir pour les gens qui faisaient ça. Ça me fait rire. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a switché. Et cette image-là de exactement ce que tu partages, là, maintenant, j'ai intégré ça. Et c'est marrant. Enfin, je trouve ça... Même sur un plan, sur les divers plans, donc le temps, la notion du temps, justement, la personne qu'on juge maintenant, peut-être que dans 5 ans, elle sera merveilleuse. Pour moi, c'est très important de comprendre qu'il y a le jugement où on peut distinguer que l'autre peut être nul. Tu vois, je sais pas moi, je te prends un exemple que je vois dans l'actualité en ce moment. Tu as un joueur de foot, on apprend qu'il tape sa femme. Et tout le monde est là, mon Dieu, on s'indigne, quelle horreur. Non mais attends, son métier, c'est pas le relationnel avec sa femme. Son métier, c'est de jouer au foot en fait. Donc on juge le footballeur ou l'homme. Donc pour moi, c'est vraiment très important dans les milieux de la spiritualité, j'entends souvent tel chaman a abusé sexuellement, tel coach pense qu'à l'argent. Tel guérisseur, en fait, il se drogue en douce. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas juger justement l'entièreté de quelqu'un, parce qu'il peut être un excellent chaman et être complètement taré dans ses relations sexuelles. Il peut être un excellent coach, mais être complètement déséquilibré dans sa relation à l'argent, etc. etc. C'est qu'on ne peut pas dire de quelqu'un, finalement, tiens, lui, c'est un grand maître de sagesse, mais je l'ai vu, comment il se comporte avec ses enfants, c'est vraiment un mauvais père.
Mais tu vois, ça n'enlève en rien le fait qu'ils puissent transmettre de la sagesse à d'autres gens. Exact, ouais. Non, mais ça, c'est essentiel ce que tu dis, parce qu'il y a besoin vraiment de ne pas tout faire un pack, et on a tendance à faire ça, quoi. Et c'est vrai que ça, je le vois souvent, et c'est tellement important. Ça, c'est pas parce que d'un côté il est ça qu'il ne peut pas être super enseignant, super thérapeute d'un autre côté, quoi. Et ça, on en revient à cette idée de cohérence, hein. On en revient à cette idée de cohérence et d'accueillir toutes nos facettes, quoi, hein. Enfin, voilà, hein, de nos personnages intérieurs, quoi, hein. Oui, et puis je pense que ça aussi, le discours que nous tenons là peut aussi aider les gens qui ont des blessures face à la légitimité. C'est que finalement, beaucoup de gens qui veulent se lancer comme thérapeute ou guérisseur ou enseignant ou autre, finalement, ils veulent attendre d'être parfaits pour se lancer. Ouais. Donc, ils font ça. Après, ils continuent. Je vais faire une autre formation, et puis une autre, et puis une autre. Je leur dis, mais lance-toi, en fait, un jour. Donc, n'attends pas d'être parfait pour commencer à œuvrer, justement, parce que sinon, tu commenceras jamais. Non. Donc, la vie, c'est maintenant. Tu as des défauts. Tes patients, ils vont voir que tu as des défauts, et c'est OK. Ah oui, et tu vas apprendre au fur et à mesure, et puis c'est OK, hein, ouais. Moi, j'ai eu une enseignante, quand j'ai voulu me lancer, qui m'a dit, mais t'as au moins bien travaillé sur toi. J'ai dit, mais je vais continuer tout le temps. Les gens que je vais rencontrer, ils vont m'aider aussi à m'améliorer et tout. Mais si je ne me lance pas, je ne me lancerai jamais. Là, j'ai écouté le cœur, c'était juste là, dans le moment, et je l'ai fait. Et puis, je rencontre aussi beaucoup de personnes comme ça, qui attendent d'être parfaits. Voilà, qu'il faut cours sur cours, qui sont justement dans la culpabilité de leur part d'ombre, entre guillemets, quoi, hein, voilà, et pas productif. Enfin, c'est pas le mot productif, mais c'est... L'idée quasiment même de cohérence, je dirais, s'évapore, parce que finalement, je sais que j'ai fait une vidéo sur le couple, donc des fois j'aide des couples alors que moi je suis célibataire. Est-ce que je serais obligé d'être en couple et heureux pour guider des couples? Non. Ça veut rien dire. Donc c'est quand même pour moi déculpabilisant, et justement ça aide. Je parle de blessure de légitimité ou syndrome de l'imposteur. Ah oui. De se dire non, ok, t'es pas parfait dans tous les domaines, ça n'empêche pas que tu puisses aider quelqu'un. Moi je connais quelqu'un, il est hypnothérapeute, il aide des gens à arrêter de fumer, il fume encore. Je vois pas le problème, en fait. Personnellement, en tout cas, moi je suis pas là pour le juger, justement. Je suis pas... quand il voudra s'arrêter, il se fera hypnotiser, j'en sais rien, moi, tu vois. En fait, ce que j'aime, c'est l'idée qu'on a tous des clés, mais rien ne nous oblige à les utiliser. C'est aussi ça, la liberté. Oui. C'est choisir. Ah oui. Mais en tout cas, vaut mieux avoir le trousseau de clés et pas utiliser ces clés que n'avoir aucune clé. Oui, c'est vrai. Oui, on sait qu'elles sont à disposition quand ce sera le moment. Voilà, on les utilisera, quoi. Ouais. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Extra. En tout cas, oui, tu nous en as donné pas mal des clés là, hein. C'est cool. En tout cas. J'espère, et merci. Merci beaucoup. Oui, puis autrement, on va terminer gentiment, hein. Donc, par rapport à toi, tu accompagnes, donc comment tu accompagnes? Tu fais des conférences, des consultations, des séminaires, un peu plusieurs choses. En fait, je fais tout. Voilà, voilà, comme ça, c'est vite résumé. Je travaille en séance individuelle, je fais des conférences quand on m'invite à faire des conférences. J'anime des stages seul, j'anime des stages avec Joanne Etal aussi, où je fais des formations d'ailleurs, justement de santé holistique, de chamanisme sauvage ou de médiumnité ou du travail de conscience de soi. On a des formations online aussi sur nos sites internet. Donc en fait, quand je dis je fais tout, c'est pas du tout par prétention, c'est plus pour aussi donner une autre clé justement aux gens. C'est qu'en fait, quand on fait tout le temps la même chose, on s'ennuie. Donc si, par exemple, j'ai des amis, ils sont maîtres Reiki,
Et quand ils apprennent à faire du chamanisme, je leur apprends à développer leur intuition et donc à faire des soins intuitifs. En fait, ça les libère d'un truc, parce que si pendant 20 ans, tu fais le même soin à tous tes patients, tu te fais, désolé du terme, tu te fais chier. Ouais. Ou tu t'ennuies, du coup, tu n'as qu'une envie, c'est de mourir, en fait. L'inconscient a envie de mourir parce qu'on n'est plus dans la nouveauté et la créativité. Donc, quand je parlais de faire tout, c'est que moi, ça me donne le sentiment d'avoir plusieurs métiers en un. C'est que ce soit dans l'activité, cette semaine, hein, puisqu'on est lundi, le week-end prochain, je suis en stage à Genève. Donc, c'est génial, je vais être heureux, mais il ne faut pas que je sois heureux que de ça. Moi, je connais beaucoup de gens, pareil, dès qu'ils commencent à animer des stages ou des conférences, ils prennent plus d'individuels. Alors que moi, j'en ai besoin, en fait, quasiment. C'est que je trouve que l'individuel, c'est une relation très intime avec des patients. Je pense que je ne pourrais pas m'en passer. C'est même pas une question d'argent, c'est parce que j'aime faire ça. Finalement, le fait de diversifier ces activités, je pense, hein, c'est la clé que je donne aux gens, nous rend plus heureux que si on fait tout le temps une seule chose. Mais tu as dit quelque chose d'essentiel par rapport aussi à ce que tu aides à développer chez les gens, c'est la créativité. Je dirais, pour moi, c'est aussi oser faire par soi-même, dans le sens de ne pas rester coincé sur une façon de faire et s'autoriser aussi à être à l'écoute de ce qui est juste pour nous et de sortir un petit peu des rails, quoi. Au début, peut-être que ça nous aide, mais s'autoriser à être vraiment à l'écoute de ce qu'il y a en nous, et ça peut être créer quelque chose à notre sauce. Enfin, je sais pas, pour moi, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je sais pas ce que tu en penses. Si ça rentre aussi dans ce... Ça fait ça. La créativité est liée au bonheur, je pense. C'est notre âme, elle vient expérimenter, elle vient jouer sur Terre, finalement, elle vient pas pour faire tout le temps la même chose et s'ennuyer. Donc, mais là où, en plus, je trouve ça drôle, c'est que dans le chamanisme, nous, on rigole tout le temps, et même avec le public, qu'en fait, il n'y a pas de temps dans le chamanisme. Donc, en rigolant, nous, on parle souvent de l'heure chamanique. Donc, rendez-vous à 14h, tu es sûr que personne ne sera là à 14h. On te demande de faire un atelier d'1h30, peut-être qu'il va durer 1 heure, peut-être qu'il va durer 5 heures. Tu vois, puisque dans l'intuitif est guidé par les esprits, tu sors de la notion du temps. C'est très compliqué en chamanisme de dire à quelqu'un, tu commences à 15h, tu finis à 17. Et du coup, pour les soins, c'est pareil. C'est que tu fais de ton mieux. Tu es guidé par les esprits, par ton âme aussi, ou par les guides spirituels. Tu gères en fonction de la capacité de ton patient à recevoir aussi, ce qui est quand même très important. Donc, à partir de là, combien de temps ça dure? C'est faux. Tous les gens qui m'écoutent et qui sont thérapeutes ou guérisseurs, la majorité des gens, ils font des séances d'1 heure. Mais qu'est-ce que tu en sais, en fait, que là, il y a besoin d'1 heure? Moi, je me rappelle d'une fois, une de mes amies, qui était aussi guérisseuse d'ailleurs, elle allait très mal et je lui fais un soin. Et vu que je l'aime, vu que c'est une amie, je lui fais un soin, mais genre express. Je mets le paquet en 10 minutes, un quart d'heure, et elle me fait « Waouh, je vais beaucoup mieux, comment tu as fait ça ?» Je dis « j'ai fait de tout mon cœur. » Elle me fait « Mais du coup, on n'est pas obligé de faire 1 heure en fait, ou 1h30 ?» Et je lui dis « Mais non, la majorité des gens, quand ils te soignent, imagine, si tu es soigné au bout de 25 minutes, en fait, le reste de la séance, c'est du remplissage de temps où les gens font semblant de continuer à soigner pour satisfaire l'autre dans son investissement financier. Ouais. Je sais pas, moi, tu vas voir un guérisseur, le but, c'est d'être guéri, c'est pas de rentabiliser le temps. Mais ça, c'est encore bien ancré, cette notion-là. Hein. Bah oui. Bah oui. Mais justement, quand on est justement connecté, est-ce que c'est connecté? Je sais pas, mais moi voilà, le temps, ça prend le temps que ça prend le temps qu'il faut, puis des fois c'est court, puis des fois c'est long, voilà. Et puis c'est OK. L'important, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Sans jeu de mots, il faut vivre avec son temps. Donc moi aussi, je fixe des timings dans mes séances. Mais malgré tout, quand je suis avec des patients qui me connaissent bien et qui me font confiance, et donc moi aussi je leur fais confiance, finalement le temps c'est pas très important. Ah ouais. Ça c'est clair.
Ben, c'est cool, merci pour tout ça. Est-ce que donc on mettra le lien vers ce que tu veux là, site internet, Facebook, Ouais, ok. voilà, hein, comme ça, Ça marche. les personnes qui voudront en savoir plus ou te suivre, voilà, pourront se connecter. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce temps qui était, voilà, de nouveau on parlait de temps, mais on le voit pas passer. Moi, je sais Oui. quelle heure il est parce que j'ai l'horloge là. C'est un grand plaisir. Et Ouais. puis, si tu me permets aussi de faire une petite parenthèse pub, Oui, oui, vas-y. je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais en tout cas, comme je l'ai dit, je serai en stage à Genève là, 24-25 septembre, je crois. Ouais, Le week-end d'après, je serai à Caen. Et pour les Suisses, puisque tu es un public suisse d'ailleurs, je serai en stage en janvier à Bulle. Donc, Ah, génial. Donc voilà, j'invite tous ceux qui veulent se renseigner, tout simplement, vu que tu vas mettre les liens à mon site internet ou mes réseaux, et puis je diffuse tout le temps de tout, pas que des pubs, comme tu dis, j'écris beaucoup, Oui, je fais oui. des vidéos, donc pour tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers aussi, qu'ils se rassurent, le but, c'est pas que de gagner de l'argent dans tout ça, c'est de nous entraider les uns les autres. Mhm. Donc, je conclus par dire que je pense, en plus, c'est aussi Fabienne que tu as remarqué, que je donne beaucoup Ah oui, énormément. des textes de mes vidéos. Je fais beaucoup de gratuité. Mhm. Donc, vraiment, j'avais envie de conclure là-dessus pour que les personnes, justement, qui ont un problème avec l'argent parce qu'ils n'en ont pas ou parce qu'ils jugent l'argent, Mhm. aussi puissent se rassurer. Non, la santé et la spiritualité, c'est pas dédié que pour les riches. Non. Il y a beaucoup à disposition de ma part, et je ne mets pas l'accent que sur moi, mais de la part finalement d'immensément de sources. Mhm. Il y a tellement de gens qui aiment écrire, qui aiment faire des vidéos, qui aiment partager gratuitement, qu'on ne peut pas se plaindre tout le temps que c'est payant. Non. Oui, oui, c'est clair. Et ça, c'est aussi ce qui m'anime par rapport à ce podcast, c'est justement de faire connaître des choses différentes. Et ben voilà, oui, c'est gratuit, quoi, pour aller encore plus loin, quoi. Voilà, moi, je pense que c'est important, comme tu le dis, c'est vraiment important. Et Ouais. ça me Que touche. chacun s'écoute. Comment? T'as Que dit? chacun s'écoute. Voilà, exactement. Alors, merci infiniment et puis tout bon pour la suite. Et puis voilà, donc Oui, un grand merci à toi et à tous. Et je nous aime et nous sommes un. oui. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.